On va démarrer une session sur la structuration des données. Alors, on vous en a beaucoup parlé avec le Ségur du numérique en santé, de la codification LOIC, et ça a fait parler beaucoup de biologistes qui ont un peu de mal à comprendre. Ça fait parler des biologistes, mais ça fait aussi parler des médecins qui disent que de toute façon, la structuration des données, ça sert strictement à rien. Ça fait 30 ans qu'on fonctionne avec du H', et ça marche très très bien. Et je vois pas pourquoi on changerait quelque chose qui marche. C'est vrai. Vu sous cet angle-là, je suis d'accord. Sauf que la structuration des données, ça peut apporter, ça peut améliorer la gestion du parcours de soins, ça peut améliorer la prise en charge du patient. Et comme on l'a vu sur la session précédente, si on veut pouvoir utiliser nos données et les exploiter, il faut que ces données soient de qualité. Donc c'est un élément qui est extrêmement important et l'utilisation d'H', je suis désolé, ça ne permet pas de produire des données de qualité. Et ça fait 30 ans qu'on le sait, mais ça marche. Donc. On est toujours, pour être vulgaire, le cul entre deux chaises, on ne sait pas trop comment avancer. Mais on a eu la chance d'avoir le programme Ségur, qui a permis d'accélérer fortement cette structuration des comptes rendus, et donc de développer l'usage. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait quelques failles dans ce qu'on avait mis en place. L'idée de cette session, c'est un peu de vous faire des retours d'expérience et de vous montrer que ce qui est important dans la structuration des données, c'est le patient. Et que justement, c'est pas si simple que ça de remettre le patient au cœur du système et de remettre les soignants au cœur du système. Donc on va démarrer la session avec Mélissa et Naïmé, donc qui vont nous refaire rapidement un tableau général de là où on en est dans le cadre de l'interopérabilité. Et puis après, on enchaînera avec Francis, qui lui va vous présenter le point de vue du consommateur. Vous allez voir que on a encore un peu de travail. Et puis on finira par Leïla, qui va nous parler un peu de l'exploitation de nos données par une start-up et de l'importance qu'on fournisse des données de qualité. Donc on va démarrer. Bonjour à tous, je suis Naïmé Négoubouyan, j'ai rejoint les équipes de l'ANS il y a 1 an et demi pour travailler sur tous les sujets de la structuration de la biologie, de la prescription au compte-rendu en passant par le codage dont LOIC. Et pour ma partie, j'aimerais vous parler un peu du cadre qui a été mis en place par le ministère pour structurer le compte-rendu de biologie médicale. Donc, en fait, c'est à travers le Ségur du numérique de santé, le ministère des Solidarités et de la Santé qui a apporté un soutien au développement massif du numérique en santé. La feuille de route de 2023-2027, donc celle qui arrive pour nous, est portée par le ministère et ça va permettre d'apporter un vrai coup d'accélérateur avec un investissement de 1,4 milliard dédié uniquement au partage de données de santé en 3 ans. Donc cet investissement se décline en 2 programmes. Le dispositif SONS pour système ouvert non sélectif, qui est un dispositif d'achat à destination des éditeurs, et le SENES, qui est le Ségur usage numérique pour le financement direct des établissements de santé et qui privilégie la production et la transmission de documents de santé, qui est mis à disposition ensuite du patient à travers son DMP, mais également envoyé par messagerie de sécurité de santé. Donc, le compte-rendu de biologie médicale fait partie de la feuille de route du numérique, comme l'un des objectifs en termes de structuration
fluide et sécurisé nécessaire pour le patient. Qu'est-ce que cela a changé pour vous? Donc, qu'est-ce que cela va changer pour vous? Pour les laboratoires, ce qui va être impactant, ce qui l'est déjà pour les laboratoires qui ont déployé les logiciels Ségur, c'est que les éditeurs qui ont été référencés Ségur vont mettre en place l'identité nationale qualifiée, la consultation du web DMP, l'alimentation, sauf exception, mais en automatique, du compte-rendu structuré, bien sûr, la structuration du compte-rendu de biologie, la connexion par messagerie sécurisée de santé, qui permettra l'échange sécurisé entre professionnels de santé, donc entre vous et les autres professionnels de santé, et la généralisation du jeu de valeur du circuit de la biologie. Ma collègue vous en parlera un peu plus longuement tout à l'heure. Quand je dis généralisation, aujourd'hui, tous les logiciels ne permettent pas forcément l'import et l'export de votre catalogue d'analyse. Et l'objectif de ces éditeurs qui sont référencés à travers le dispositif SONS, c'est de donner également votre main sur votre catalogue, vos catalogues d'analyse pour que vous puissiez les coder. Et enfin, il y a ce programme d'alimentation et de rémunération à l'usage. Donc, quand on parle de rémunération à l'usage, les documents vont dans le DMP, sont mis à disposition, comme je le disais, du patient à travers mon espace santé. Et ici, on a essayé, alors c'est un peu petit, voilà, c'est le diagramme qui veut ça, les sources du ministère, qui montrent que les documents qui sont alimentés aujourd'hui côté hôpital et médecine de ville, les comptes rendus d'examen de biologie représentent un tiers des documents de bêtises. L'hôpital représente... Non, c'est 45% d'AME, parce que tu as 30% qui viennent de la biologie de ville et une partie des comptes rendus voilà, qui viennent aussi de l'hôpital. Donc, les comptes rendus d'examen de biologie médicale sont l'un des principaux documents qui viennent alimenter le DMP. Voilà. Donc, sur la partie structuration du compte rendu de biologie médicale, comment faire et ce qu'il faut faire, je laisse la main à ma collègue Mélissa. Bonjour à tous, Mélissa Marie, moi je suis experte en interopérabilité au sein de l'Agence du numérique en santé. Et là, pendant les quelques minutes, on va parler un petit peu des missions d'expertise de l'ANS et comment on soutient justement la structuration des données médicales. Déjà, l'ANS, elle co-construit les spécifications d'interopérabilité qu'elle propose avec l'écosystème en fonction de besoins. C'est-à-dire que nous, on est des experts informaticiens techniques et on a besoin des biologistes de la Société française d'informatique de laboratoire pour bien comprendre comment ça fonctionne dans un laboratoire ou comment ça fonctionne dans des processus et mettre en place ces spécifications. Notre mission à l'ANS, c'est également en fait, de transcrire les besoins, les modèles métiers et d'adapter des normes qu'on appelle syntaxiques et sémantiques qui sont internationales et donc partagées dans le monde pour répondre à ces besoins et notamment, par exemple, le compte-rendu de biologie structurée. Donc, parmi la norme syntaxique qu'on utilise, on utilise ce qu'on appelle le Clinical Document Architecture, qui va spécifier en fait le contenu et la forme du document compte-rendu de biologie médicale. Et dans ce niveau de structuration 3, le niveau maximum de structuration, il est composé de deux grandes parties. Une partie en tête, on va pouvoir retrouver des informations à propos du prescripteur, du patient, du laboratoire. Et une partie corps du document qui contient les données médicales à proprement parler. Cette partie corps du document, elle est à nouveau séparée en deux parties. Une partie narrative, c'est celle qu'on va afficher, c'est celle qu'on va voir quand on fait un compte-rendu médical structuré. Et elle a son pendant en structuré qui est en général invisible,
mais que je vous ai représenté en bas de l'écran, et qui correspond de manière miroir et ISO à ce qui va être affiché. Donc ça, c'était pour le CDA qui nous permet de contraindre un petit peu les spécifications en fonction des besoins français. Mais ce n'est pas la seule norme et le seul standard qu'on utilise. On utilise également ce qu'on appelle des standards sémantiques, ça veut juste dire des vocabulaires contrôlés, des jeux de valeurs ou des terminologies, qui vont nous permettre de coder l'information. Et notamment, alors on en entend beaucoup parler aujourd'hui et en ce moment, la terminologie LOIN, qui va permettre de contextualiser une analyse qui a été réalisée. Mais il n'y a pas que ça. On a aussi besoin d'associer aux résultats quantitatifs un standard qui va décrire l'unité, favoriser l'intégration des données. On a d'autres jeux de valeurs qui sont spécifiés dans ce compte rendu de biologie qui me permettent de décrire les interprétations ou le type de prélèvement. Donc voilà un peu, en résumé, tout ce qui compose finalement les spécifications d'interopérabilité au niveau du compte-rendu de biologie médicale. Si maintenant on s'attache un peu à la démarche, l'idée de ce compte-rendu, ces spécifications de compte-rendu de biologie médicale, elles vont s'intégrer dans ce qu'on appelle le cadre des systèmes d'information de santé, le CISIS. Et la démarche d'élaboration de ce cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé, elle est un peu standard et elle est itérative et participative. Ça veut dire que finalement, ce qu'on met, les volets, les spécifications qu'on va mettre dans ce cadre-là, elles naissent toujours d'un besoin de l'écosystème. On a retravaillé cette année, par exemple, le compte-rendu de biologie avec des besoins qui étaient exprimés par Masfil, par des éditeurs de SGL, mais pas que, parce qu'en fait, finalement, l'Institut national du cancer avait également des besoins de structuration pour la consommation de ces données de compte-rendu dans le cadre du dépistage HPV. Donc, on étudie les besoins, on co-construit et on fait évoluer nos spécifications. Typiquement, la nouvelle version là, qui est sortie du compte-rendu de biologie, elle permet de gérer les comptes-rendus simplifiés et les comptes-rendus partiels en explicitant quelles analyses sont en cours. Elle explique comment on pourrait structurer les données de microbiologie, et notamment les germes, en introduisant deux nouveaux référentiels qui sont la NCBI taxonomie et SNOMED-CT. Alors je vous rassure, c'est pas utilisé forcément en obligatoire, mais on explique comment on pourrait faire pour des laboratoires qui seraient dans une démarche de structurer ces informations-là avec des terminologies standards. Très bien. Alors, moi, ce que je vais tenter de faire, c'est de vous apporter un éclairage qui soit le plus opérationnel possible. Autrement dit, par rapport à ces éléments un peu fondamentaux, finalement, qui ont été évoqués sur l'intérêt de la structuration, les travaux qui sont réalisés, portés par les différentes agences, pour vous accompagner dans ce contexte de structuration des données constitutives de vos activités et des comptes rendus qui sont de notre côté intéressants du point de vue du consommateur. Je vais essayer de vous dire où on en est et quelles sont les difficultés auxquelles nous sommes encore confrontés et sur lesquelles nous allons devoir ensemble mener quelques efforts un peu soutenus dans les semaines et mois qui viennent. Alors pour vous dire déjà d'où je vous parle, moi je suis président de la FEMA, qui est une fédération qui rassemble les éditeurs du secteur ambulatoire à travers 4 collèges métiers, médecins, sages-femmes, profession paramédicale, officine pharmaceutique et chirurgiens dentistes. Et pour chacune de ces professions, nous représentons plus de 80% de ces professionnels de santé équipés à travers les services numériques que nous mettons à leur disposition. Alors moi aussi, je vais parler un peu du numérique, du Ségur, pardon, pour une raison très simple. C'est comme le rappelait Bruno, c'est un programme, ainsi que les intervenantes de l'ANS, c'est un programme qui a pour objectif finalement de mettre l'ensemble des acteurs porteurs de services numériques sur une même ligne de départ avec des mêmes objectifs
de sorte qu'il puisse y avoir une convergence d'intérêts, une transversalité, qu'on puisse enfin parvenir à un décloisonnement. Et s'agissant des échanges d'informations qui sont faits entre vous biologistes et les prescripteurs que nous équipons, cette transversalité, elle est absolument indispensable. Nous, en médecine de ville, puisque pour ce qui concerne la fédération, on a démarré notre engagement à travers 2 couloirs, qui sont la médecine de ville et les officines pharmaceutiques, et puis d'autres qui vont arriver à partir de l'année 2024 sur les autres catégories professionnelles de santé que nous équipons. Sur la médecine de ville, nous avions affaire à un programme particulièrement copieux, probablement dans un rapport de 1 à 3, si ce n'est pas au-delà, par rapport aux autres couloirs métiers qui étaient embarqués dans le programme Ségur. Et nous avons été présents au rendez-vous, puisque 14 des solutions référencées sont portées en grande partie par les éditeurs de notre fédération. Et puis sur le monde officinal, c'est encore davantage. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui à travers toute la mobilisation qui a démarré à partir de l'année 2021? On en est presque à 3 ans quand même de parcours sur ce programme. Eh bien, on voit aujourd'hui que les déploiements des versions qui ont passé les référencements, autrement dit qui ont été réputées conformes au cadre d'exigence qui était imposé, sont très largement déployés sur la médecine de ville. D'ailleurs, je crois que ça, c'est des données que je vous présente et qui remontent à fin juin, je crois. On examinait en comité de pilotage Ségur hier les données actualisées à fin octobre. On est quasiment à 100% des déploiements des versions Ségur sur la médecine de ville. Et puis, on fait aujourd'hui le constat, parce qu'on a été confronté, je vous en toucherai 2 mots tout à l'heure, juste dans la slide suivante, je crois, à un certain nombre de contraintes, de difficultés. Aujourd'hui, on voit qu'une majeure partie d'entre elles sont levées, à telle fin qu'on assiste à une montée en puissance considérable de l'activité des usages des services Ségur dans les cabinets médicaux et ainsi que les structures d'organisation pluriprofessionnelle que nous équipons, telles que centres de santé et MSP. Et le schéma en bas à droite, on atteste largement, à telle fin d'ailleurs qu'aujourd'hui, dans les dernières données que j'examinais justement hier, les laboratoires sont toujours les principaux alimenteurs à travers les comptes rendus du DMP. Aujourd'hui, la médecine de ville est juste après et pas très loin. Et je pense qu'aujourd'hui, on est sur une courbe d'ascension qui me paraît assez exponentielle et qui va faire en sorte qu'on va probablement être les principaux pourvoyeurs d'informations. Et ça, c'est plutôt bon signe. S'agissant des laboratoires, alors là aussi, c'est pas des données, je crois c'est des données qui datent de la fin de l'été. On est sur des déploiements qui ne sont pas du tout encore au niveau espéré, puisqu'on fait le constat d'un retard important dans la mise en place sur le terrain des solutions SGL qui équipent les laboratoires et, de manière encore plus criante, un retard considérable sur la transcodification LOINC des données qui sont gérées dans les laboratoires. Alors tout ça a des conséquences bien évidemment qui sont fâcheuses pour ce qui nous concerne en tant que fournisseurs de solutions pour les prescripteurs, à telle fin que parmi les difficultés auxquelles nous avons été confrontés, celle-ci apparaît comme étant une des priorités absolues sur lesquelles nous devons travailler, pour une raison très simple. C'est que les médecins que nous équipons nous disent, et Bruno le rappelait tout à l'heure, nous avions jusqu'alors, et quasiment depuis 15 ans, des échanges avec nos fournisseurs laboratoires qui fonctionnaient très bien, certes sous une norme perfectible qui est la norme AFPRIM, dont on sait qu'effectivement elle n'est pas en mesure d'apporter toute la valeur ajoutée que espérait de l'exploitation des données structurées, mais néanmoins ça marchait. Aujourd'hui, ce désalignement que l'on constate entre les couloirs biologie et le couloir médecine de ville,
fait en sorte que nous avons un nombre croissant de médecins qui nous disent « vous nous avez cassé ce qui marchait depuis 15 ans ». D'accord ? Et que face à ce constat, nous nous trouvons face à une situation de blocage parce qu'ils nous disent tant que vous ne nous faites pas remarcher correctement la réception des résultats de biologie, on ne veut pas entendre parler des autres sujets du Ségur. Vous imaginez la situation dans laquelle nous nous trouvons et la nécessité que nous avons à travailler ensemble pour lever cet obstacle majeur. Alors, pour illustrer, pour que vous repartiez d'ici avec une vision très concrète de ce qui a été réalisé dans les logiciels des médecins. C'est un exemple là, mais qui vaut à peu près, moi j'ai vu l'ensemble des solutions qui ont été réalisées par les membres de ma fédération, tous apportent des réponses similaires. En fait, il y a, dès l'ouverture d'un dossier, des mécanismes d'alerte sur les réceptions de messages, de sorte que le médecin n'ait pas à se soucier d'aller voir si, par hasard, il n'aurait pas reçu un compte-rendu opératoire, une lettre de liaison de l'hôpital ou un résultat de biologie. Donc on l'alerte, nous, vous voyez ici, directement sur le fait qu'il a X messages qu'il peut aller récupérer dans sa boîte de réception. On a fait une refonte totale des environnements d'affichage de tous les éléments qui sont reçus par un médecin, quel qu'il soit, qu'il s'agisse de compte rendu opératoire, de lettre de liaison, de résultats d'examen ou tout autre document. Et dans cet affichage, en fait, nous indiquons la typologie des messages, puisque en fait, la conformité avec le cadre d'interopérabilité, et notamment la capacité qu'elle offre à gérer des métadonnées, on est en capacité, sur la base de ces métadonnées, de pouvoir faire tout un ensemble d'affichages extrêmement pertinents. S'agissant de la biologie, vous voyez ici, eh bien, le médecin sait dans sa boîte directement qu'il a reçu des messages des résultats, et que dans la mesure où lorsqu'on reçoit un message, nous faisons une prélecture de ce message, de sorte qu'on puisse être en capacité de détecter s'il y a des valeurs anormales, critiques, etc., et afficher directement dans l'interface qui est proposée au médecin, vous voyez, des codes de couleurs. Quand c'est rouge, ça veut dire qu'il y a des valeurs critiques. Et que pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, pour une raison très simple, c'est que dans son flot d'activité, dans son flux d'activité, il soit en capacité d'aller prioritairement traiter les éléments les plus sensibles, bien évidemment. Une fois qu'on a fait tout ça, l'intégration automatique des résultats reçus dans les dossiers patients qui sont gérés par le médecin se fait moyennant un certain nombre de conditions. Ces conditions, quelles sont-elles? Eh bien, le respect par l'émetteur des règles d'interopérabilité qui sont attachées au canal de transmission qu'est la messagerie sécurisée de santé. Et Dieu sait que c'est un sujet dont on parle là aussi depuis 10 ans et dont on voit bien qu'il y a une convergence particulièrement compliquée à opérer chez les différents acteurs qui portent cette question-là. Ben oui, tout simplement parce que la messagerie aujourd'hui, si on veut qu'elle soit parfaitement interopérable, eh bien, elle doit gérer dans ses entêtes un certain nombre de métadonnées, puisque nous, à la réception de ces messages, on va d'abord lire les entêtes, dans lesquelles on va retrouver l'identifiant du patient, la nature du message transporté, etc., etc. Et du coup, est en capacité, justement, d'aller chercher le bon dossier pour y ranger les bonnes informations. S'il n'y a pas cette information-là, eh bien, nous ne pouvons pas proposer à nos clients des intégrations automatiques. Ce à quoi, je le rappelle, ils étaient habitués depuis près de 15 ans à travers ce que nous avions fait préalablement, certes de façon perfectible, mais néanmoins, ils en étaient parfaitement satisfaits. Donc, ça veut dire qu'il y a d'abord une préoccupation sur le canal de transmission et sa conformité. Moi, j'ai appris hier en comité de pilotage, d'ailleurs, à ma grande surprise, que la gestion des identifiants nationaux de santé, ce fameux INS, qui est finalement le premier point, la clé en matière d'interopérabilité, puisque au-delà de toute la structuration des données, etc., la première préoccupation qu'on a à avoir, c'est est-ce qu'on échange bien les informations sur le même patient, d'accord ?
c'est quand même l'élément premier de toute démarche d'interopérabilité. On a appris que depuis le décommissionnement d'une transaction d'alimentation du DMP, qui s'est passé, je crois, si mes souvenirs sont exacts, et je parle sous couvert des représentants de l'ANS début septembre ou quelque chose comme ça, ou fin septembre, et d'ailleurs ça explique la baisse d'alimentation par les laboratoires du DMP qui est constatée depuis ce moment-là, eh bien il y avait encore un écueil considérable dans la qualification des INS au niveau des laboratoires. Ça, nous, c'est un sujet, comprenez bien que si ça n'est pas transmis dans les messages d'information que l'on reçoit, nous empêche complètement de faire de l'intégration automatique. Donc ça, c'est un sujet. Celui-là, je l'ai découvert hier, j'en connaissais d'autres, mais je l'ai découvert hier, celui-ci. Mais il va falloir qu'on s'y attelle. Parce que si on ne lève pas cet obstacle-là, et vous imaginez que les sources de mécontentement, elles vont perdurer. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est la structuration de l'information, puisque c'est ça dont on parle ce matin ensemble. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré, bien sûr, pas la totalité de la codification Loing, bien évidemment, mais le jeu de valeurs qui avait été mis à la disposition des éditeurs dans, dans les exigences du programme Ségur. Je ne sais plus de quel ordre le nombre de valeurs qui sont... Peut-être un peu plus de 30. Non, je vais la biologie, on est à 3500. 7000 maintenant. Voilà. Et en fait, ce jeu de valeurs, je crois qu'en tout cas en exercice de médecine libérale, me semble-t-il de mémoire, hein, il couvre à peu près 80% finalement. 95%. Combien ? 95%. Ah ben c'est encore mieux. Merci. Donc nous, on a implémenté en fait ce jeu de valeurs de sorte qu'à la réception des résultats que vous envoyez aux médecins, on puisse intégrer ces données directement dans le dossier patient. Parce que dans les informations que les médecins reçoivent des laboratoires, on intègre les données comme étant constitutives par la suite de leur propre base de données. Et c'est normal, parce qu'on veut à toute fin, à travers cette intégration des données de résultats dans la base de données des dossiers patients qui sont gérés par les médecins, est en capacité de dégager la quintessence, et notamment de faire des tracés, etc., et de voir comment les pathologies évoluent, etc. Donc c'est pour nous quelque chose d'absolument essentiel. Comme nous savions que nous avions à faire face à un désalignement, j'en ai longuement parlé, entre les couloirs laboratoires et les couloirs médecine de ville, nous avons malgré tout maintenu notre capacité à intégrer du format H'. D'accord ? Donc ça veut dire qu'un laboratoire qui ne serait pas prêt, qui passe bien évidemment toutes les phases de conformité premières que j'ai évoquées, hein, le respect de l'interopérabilité, messagerie sécurisée de santé, la gestion d'identifiant national de santé pour ce qui concerne l'identifiant patient, eh bien, il peut continuer à nous envoyer ces résultats au format H'. On a maintenu, même si ça ne nous arrange pas particulièrement, la capacité des logiciels qui équipent les médecins à continuer à faire une digestion de ces formats H'. Parce qu'on ne pouvait pas les laisser sans rien. D'accord ? Ce que nous faisons aussi, c'est que souvent dans les résultats qui sont envoyés, il y a une pièce jointe qui est le PDF qui accompagne. Ce PDF fait lui aussi l'objet d'une intégration dans le dossier patient. Alors bien évidemment, hein, dans le cas idéal, quand on reçoit des valeurs Loing, on préfère, parce que c'est ça qu'on va aller chercher et qu'on intégrera. Néanmoins, sur cette dernière question, on a là aussi un certain nombre d'obstacles sur lesquels il va falloir qu'ensemble nous travaillions. Parce que je crois qu'on a trop travaillé, chacun dans nos compartiments, les biologistes d'un côté, les représentants de la médecine de ville de l'autre, et qu'on a, nous on le soulignait pendant tous les travaux qui étaient réalisés dans ce programme Ségur, on soulignait la nécessité de mener des travaux de manière transversale. Ça n'a été que trop rarement fait. Bruno peut en témoigner, puisque tu es toi un peu impliqué, voire même un peu porteur finalement de cette task force biologie. Moi j'étais très impliqué dans la task force médecine, et on réclamait à corps et à cri qu'on puisse avoir des temps d'échange justement pour lever un certain nombre d'obstacles, parce qu'il y en a qui demeurent. Donc est-ce que dans les obstacles qui demeurent, on voit bien que la standardisation des unités de valeur n'a pas été traitée, la question du typage des modalités finalement de pratique d'examen est encore absente, etc. Et que quand nous on intègre en fait toutes ces données, eh bien on tombe là finalement sur des points d'écueil sur lesquels on peut commettre des erreurs. De la même manière, on sait aussi que
parfois, lorsqu'on interprète en fait des données qui sont reçues de manière même structurée au plan sémantique Loïc, eh bien on a parfois des difficultés d'interprétation et pour lesquelles nous, on a implémenté, dans certains cas, même des algorithmes finalement qui permettent de substituer une valeur par rapport à un doute sur une interprétation. On ne sait pas si on le fait bien en réalité. On a eu beau travailler quand même avec un certain nombre d'experts, mais on n'est pas sûr que les choses soient faites de façon parfaite. Et ça, si on veut le traiter correctement, c'est vous et nous qui allons devoir travailler ensemble pour apporter des réponses pertinentes. Bref, vous comprenez à travers, je pense, ce que je viens de vous évoquer là, que si on veut atteindre des objectifs qui apportent une réelle valeur ajoutée à l'ensemble des acteurs de la chaîne, ben on avait encore un peu de travail. Et que ce travail, il faut le faire dans les plus brefs délais, parce qu'aujourd'hui, nous, on fait face à un mécontentement considérable de la part de la médecine de ville qui, finalement, a des effets délétères sur l'ensemble des services numériques qu'on leur propose. Parce qu'ils considèrent que ce point d'obstacle-là, eh bien, il est de nature à bloquer tous les autres sujets, je le rappelle. Donc c'est un vrai sujet important, et si je devais faire passer un message ce matin, c'est qu'il est urgent que nous travaillions ensemble à la levée de l'ensemble des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, pour moi, c'était très instructif. Et pour l'anecdote, je reprends ce que disait Francis sur l'échange entre les différentes task force. On a eu, je crois, une seule réunion, on va dire, entre nos deux task force. C'était après la publication des référentiels. Donc tout était déjà calé. Et là, on s'est aperçu, après la publication des référentiels, qu'il y avait, par exemple, côté médecine, une obligation de gérer l'unité OCUM, et que côté biologie médicale, on disait, ouais, la codification OCUM, c'est optionnel. Voilà. C'est juste pour vous dire un petit exemple où là, la communication, l'échange est important, et que la structuration du compte rendu de biologie médicale, c'est pas que du LOIC, et ça j'insiste là-dessus. Il y a plein d'autres nomenclatures à utiliser. Pour poursuivre l'exposition, on va laisser la place à Leïla, pardon, qui va vous expliquer un petit peu le côté, on va dire, exploitation de la donnée, côté industriel. Bonjour à tous. Je vais vous parler de Biologbook. Biologbook, c'est une start-up qui a été créée en 2018. On se trouve à Nantes. On est à peine une petite dizaine de personnes. On est plutôt experts en data science et en IA et dans l'analyse des données de biologie médicale, notamment de l'analyse statistique. Et on développe des logiciels. En particulier, je vais vous parler d'un de nos logiciels qu'on a développé à destination des médecins libéraux, hospitaliers, également biologistes. Ça s'appelle Biologbook Healthcare et c'est un outil d'aide à la décision. Il a été certifié CE, DMDiv, et c'est un outil qui va apporter un certain nombre d'informations grâce justement à la donnée structurée. On va faire notamment une analyse beaucoup plus fine des résultats de biologie médicale pour aller regarder, notamment jusqu'à présent, on regarde ce qui se passe en dehors des valeurs de référence. Et bien nous, avec une méthode brevetée, on va aussi avoir une lecture à l'intérieur des valeurs seuil. On va recalculer des populations de référence optimisées et personnalisées. Et donc, on va avoir vraiment une analyse où on met le patient au cœur de l'interprétation personnalisée au patient en fonction évidemment du sexe, de différents éléments personnalisants du patient. Ça peut être le poids, la taille et son âge, évidemment. Et grâce à toutes ces analyses fines qu'on fait par la donnée, on va pouvoir observer des tendances, on va définir aussi ce qu'on appelle nous un optimum biologique et donc de pouvoir identifier des dérives, donc des déséquilibres biologiques précoces. Et de plus, grâce à une grande quantité de données, eh bien, on va pouvoir aussi identifier des nouveaux paramètres à contrôler puisque grâce à de grandes quantités de data, eh bien, on va calculer tous les liens statistiques entre les paramètres de biologie. Et pour une prise de sang donnée, eh bien, on va pouvoir estimer des nouveaux paramètres de biologie à contrôler.
Alors, si vous avez des questions après sur la technique, on pourra en discuter après la session. Par rapport à comment on a accès à la donnée, donc nous, on se connecte, on connecte notre logiciel soit directement à la data auprès des hôpitaux et des grands laboratoires de ville. Là, on a 2 déploiements en cours dans un CHU et dans un grand laboratoire de ville en France. Et on peut aussi intercepter la donnée dès l'instant, le compte-rendu d'examen de biologie, parce qu'on est interopéré avec les messageries de santé des médecins, notamment des médecins libéraux. Et donc, une fois qu'on a récupéré la donnée, qu'elle est structurée, eh bien, on la fait rentrer dans notre moulinette d'algorithmes avec différents modules. On a notamment un module Loink pour reconnaître que c'est bien le bon paramètre, pour pouvoir justement y associer la population de référence optimisée, personnalisée pour ce paramètre donné. On a aussi des modules aussi au niveau des unités. Si on n'a pas la bonne unité rentrante, eh bien on peut en faire en sorte qu'on ait aussi la bonne unité qui va s'intégrer au niveau du logiciel métier du médecin. Alors ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc en rouge, on retrouve les valeurs standards de référence. Et nous, on va pouvoir intégrer toutes les données de l'historique du patient et voir, nous, en plus de l'historique du patient, donc les points bleus qu'on voit dans le temps, on va y apporter une information nouvelle. La valeur en vert, le trait vert, correspond à l'optimum biologique. Et puis, on va mesurer des écarts, 1 à 2 écarts types, 3 écarts types par rapport à cet optimum pour afficher des dérives, ce qu'on appelle les dérives, donc qui vont apporter de l'information et alerter sur des paramètres qui tendent à aller vers les valeurs seuil. Et donc pour pouvoir faire toutes ces choses-là, il faut qu'on puisse faciliter, et très justement, Francis l'a expliqué juste avant, l'intégration des éléments qu'on reçoit dans le logiciel, pour que ça ne prenne pas trop de temps non plus, que ce soit des intégrations automatiques. Donc c'est vraiment important d'avoir des données de qualité pour pouvoir faire ce type d'intégration rapide. Un autre exemple, donc là c'est l'interface pour le médecin par rapport à sa prise de sang donnée. On va lui mettre en évidence des paramètres qui sont potentiellement probablement hors des valeurs seuil ou probablement en dérive. Donc là dans cet exemple on voit le TCA qui est probablement par rapport à la prise de sang, ce serait très certainement un paramètre à contrôler. Et pour ça on a à peu près plus d'1,5 million modèles d'estimation. Et on est capable d'estimer à peu près un peu plus de 150 paramètres. Et nos algorithmes, pour qu'ils soient performants, ils ont besoin de vraiment bien savoir quel était le paramètre dans la prise de sang initiale et de ne pas se tromper sur le code Loink, quel était le paramètre, quelle était l'unité, parce que c'est des calculs qui doivent se faire presque instantanément, de l'ordre de la milliseconde. Et donc on a vraiment besoin d'avoir une information de qualité, que la donnée soit bien structurée, ça simplifie le process algorithmique, mais surtout ça sécurise le traitement algorithmique pour pouvoir sortir des éléments pertinents et de qualité. Et là, comme on le voit, grâce à toutes ces données-là, nous, on travaille à faire des développements pour pouvoir apporter des informations nouvelles, et ça ne peut se faire que grâce à des grandes quantités de données, des données structurées, des données de qualité. Alors, au-delà de la pratique courante, il faut aussi imaginer tout ce qu'on peut faire dans la recherche. Nous, aujourd'hui, on travaille avec des partenaires qui ont déjà entamé tout ce travail de structuration de la donnée, d'intégration des données dans des entrepôts de données. Et derrière, c'est vraiment une mine d'or, mais qui peut n'être qu'exploitée que si la qualité est là. Et donc, c'est un vrai travail si je prends l'image un petit peu d'un terrain en friche, il va falloir vraiment travailler, enlever les grosses pierres. On voit que c'est pas facile d'intégrer du CDA, on voit qu'il y a plein de barrières techniques qui viennent être en place, mais derrière il y a beaucoup d'enjeux, notamment sur des études qui permettraient de mieux diagnostiquer des maladies chroniques. Nous on travaille aujourd'hui sur différents champs de recherche. Sur la MRC, on engage des partenariats. On va détecter le prédiabète aussi, c'est quelque chose d'important.
Il y a plein de maladies qui pourraient être vraiment détectées de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus personnalisée si on avait accès à beaucoup plus de données structurées et de qualité. Donc c'était un petit peu ma conclusion, même si on sait que c'est difficile, il y a quand même beaucoup d'enjeux et donc un engagement collectif à mener. Nous, en tant que petite entreprise, on est aussi transcodeur, ce n'est pas facile. La transcodification de Link, c'est vraiment un travail acharné. On participe collectivement à ça parce qu'on sait que c'est important, parce que derrière, il y a plein de choses qui vont pouvoir être exploitées tant sur le quotidien du médecin, du biologiste, que aussi à des fins de recherche. Ouais. Merci pour cet exposé très très clair. Et vous l'avez entendu, je pense qu'il a dû le dire au moins 10 fois. Qualité, 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 qualité de la donnée.